Bonjour et bienvenue dans notre émission Semence Mag sur le plateau de Village Semence Sémaé. Aujourd'hui, nous allons parler du gazon. Le gazon, ce sont des petites graines pleines de bienfaits. Quand on pense semences, on pense à la tomate, on pense aux légumes, on pense au blé, etc. On oublie souvent le gazon. Pourtant, le gazon, je devrais dire les gazons, il y en a partout. Il y en a à la ville, bien sûr, il y en a pour les sports, il y en a à la campagne. Et ce n'est pas un gazon dont il s'agit, mais bien des gazons avec des usages spécifiques et donc des sélections spécifiques. Pour savoir comment tout cela se passe, eh bien, nous avons réuni 3 invités que je vais rejoindre. Bonjour François Siosberg. Bonjour Valérie. Alors, vous êtes responsable du pôle sport pour le groupe Loiseleur. Oui. Voilà, et donc on y reviendra, mais vous avez des clients très divers pour équiper des tas d'infrastructures avec du gazon. Bertrand Naturel, bonjour. Bonjour Valérie. Vous êtes responsable technique fourragère et gazon à l'UFS. Qu'est-ce que l'UFS ? L'UFS, l'Union française des semenciers. C'est le syndicat des établissements semenciers qui travaille sur 6 grands groupes d'espèces, souvent beaucoup plus pour la grande culture, les grandes cultures. Et c'est l'union des entreprises qui s'articule autour de 3 grands métiers: la sélection variétale, la production de semences et la mise en marché des semences. Voilà, et le gazon aussi est concerné par tout cela. Voilà, tout à fait. Comme on va le découvrir. Oriane Bouty, bonjour. Bonjour Valérie. Alors vous êtes responsable marketing et développement gazon chez Barenbrück. On connaît pas forcément, enfin les agriculteurs ne connaissent pas forcément ce segment-là, mais c'est un segment important chez Barenbrück. Oui, tout à fait. Bon, Barenbrück, c'est une société qui a 120 ans d'expérience dans les prairies, mais aussi dans les gazons qui vont nous concerner aujourd'hui. Et on fait partie des leaders du marché en France. Très Voilà. bien. Vous allez nous expliquer tous les travaux et tous les produits que vous proposez. Je reviens vers vous, François Siosberg. Donc, votre entreprise est une entreprise familiale qui en est à la 4e génération, c'est ça? Donc, qui a été créée en 1927. Le siège est à Villiers ou Villers-Saint-Paul, dans l'Oise, près de Senlis. C'est bien ça? C'est ça. Très bien. Vous avez 4 métiers, si je ne me trompe pas: les espaces verts, le sport, l'hydraulique et le recyclage également. Recyclage des déchets verts. Oui, tout à fait. Très bien. Des plateformes de déchets verts, c'est les déchets qu'on recycle pour réutiliser dans nos aménagements. Très bien. Alors pour ce qui concerne les gazons, vos clients sont de grands équipementiers, sont de quel ordre? Travaillent dans quel domaine? Nous, on fait un métier assez particulier, puisque en fait, nos clients, ce sont les collectivités, en grande partie, les collectivités territoriales, et on aménage des terrains de sport. Je vais parler essentiellement de la partie terrain de sport. Et sur les terrains de sport, on a une problématique qui est très importante, c'est qu'on doit faire pousser du gazon sur un sol qui est inerte. Alors oui, là, moi qui suis habituée au champ, j'imagine un stade, donc on n'a pas trop de lumière, on a des sols plutôt sableux pour le confort des joueurs ou que le jeu se déroule bien, et vous arrivez à faire pousser du gazon. Alors, non seulement on arrive à faire pousser du gazon, mais en plus, on multiplie les contraintes, puisqu'en fait, en plus de faire pousser du gazon, ce qui n'est pas très compliqué en soi, parce qu'un gazon, ça pousse à peu près sur n'importe quoi, parce que c'est une plante pionnière, on doit supporter une pression sportive, donc du piétinement, et comme c'est un sol qui est inerte, de la sécheresse, et en plus, comme une partie des équipements sont des équipements plus ou moins fermés, comme des grands stades, il y a des problématiques de maladies. Très bien. Donc on voit que vous êtes dans un contexte, on va dire, pédoclimatique, comme on le dit pour les cultures, qui sont très très différentes. Donc au niveau agronomique, on est complètement dans des conditions inhabituelles pour des plantes fourragères qu'on peut voir pour les élevages. Là, on a bien affaire à des gazons qui sont issus, je crois, des fourragères, mais qui doivent donc résister à de la sécheresse, à du piétinement et à des maladies qui se développent peut-être en plus avec le changement climatique. Alors oui, exactement. On a ces 3 contraintes, donc c'est très important. C'est très difficile de marier les 3, et effectivement, on est obligé de s'adapter au changement climatique. Donc on a une problématique d'arrosage qui est quelque chose de très sensible, parce qu'un terrain de football naturel, bien entendu, ça va consommer entre 30 et 35 mètres cubes par jour.
Donc bien entendu, par rapport à un champ ou par rapport à l'agricole, c'est peut-être pas grand-chose, mais ça fait quand même un coût important. Donc on réfléchit à des systèmes pour pouvoir mettre des genres de sondes, en tout cas d'optimiser cette eau, voilà, pour la récupérer et la réutiliser. Et vous êtes aussi confronté à une demande que l'on n'a pas en agriculture, mais qui se rajoute pour vous aux demandes. C'est-à-dire que quand il y a certains sports, alors des tournois, on va dire élites, vous devez de produire des gazons d'une certaine couleur pour que ça passe bien à la télé, n'est-ce pas? Absolument, ouais, la couleur est très importante, que ça soit télégénique. Donc il est arrivé, effectivement, on doit choisir avec le client une certaine homogénéité des couleurs. Donc tout ça, ça va faire, on va en reparler avec mes camarades à côté, mais effectivement sur le choix des variétés et des semences. Très bien. Que de demandes, Bertrand Naturel. Est-ce qu'on peut faire face à toutes ces demandes? On voit bien qu'il n'y a pas un gazon, mais des gazons, et que les exigences et les demandes sont importantes. Alors techniquement, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du travail sur les semences? Alors il y a tout un tas d'évaluations qui sont réalisées sur les semences pour répondre justement aux différents types de gazons qui existent. Là on a le terrain sport dont on vient de parler avec François, mais il y a aussi les gazons d'ornement, d'agrément, donc qu'on peut retrouver dans les jardins publics par exemple, dans les jardins de Monsieur Tout le Monde. Il y a les ornements plutôt pour mettre en valeur certains bâtiments parfois. Vous avez les gazons sport, donc pour lesquels il va falloir une évaluation plus importante de tout ce qui est arrachement et piétinement, qui sera différente des gazons jardins un peu plus courants. Donc il y a tout un tas de critères à prendre en compte, et ça c'est évalué au niveau d'organismes dépendants du ministère de l'Agriculture, qui réalisent des évaluations pour pouvoir inscrire des variétés qui apportent un progrès génétique, et ces variétés, pour être commercialisées, sont inscrites au catalogue. Donc il y a les mêmes niveaux d'exigence de certification que pour des légumes ou du blé ou des espèces comme ça? Alors ça dépend des espèces, puisque pour les légumes, il n'y a pas de valeur, de valeur agronomique, technologique et environnementale que pour les gazons. Oui, vous avez raison, mais vous devez aussi être inscrit à un catalogue équivalent du CTPS. C'est exactement ça, c'est le catalogue officiel du CTPS. Très bien. Voilà, et donc au sein de ce catalogue, il y a une évaluation qui est réalisée. Pour les gazons, c'est 3 ans. Donc c'est important, c'est dans un réseau d'essais qui est sur 12 situations différentes, dont 6 en France et 6 dans d'autres pays de l'Union européenne. Donc on a une évaluation très robuste pour les gazons qui dure 3 ans, et au sein de laquelle donc, on va évaluer la finesse des feuilles, la couleur, comme on l'a dit, l'esthétique générale, le piétinement, l'arrachement, la pérennité des gazons également. Chose importante, la résistance aux maladies. Donc tout ça va être pris en compte, et il va y avoir des résultats qui vont être rapportés par le GVS auprès du CTPS, et le CTPS va décider ou pas d'inscrire la variété au catalogue. Et pour terminer, donc cette variété, elle est comparée à des témoins, et chaque variété qui est inscrite au catalogue doit apporter un progrès génétique par rapport aux témoins. Donc on comprend qu'on est sur le temps long, hein, c'est un travail de certification sur tout un tas de critères hyper précis pour qu'on obtienne une certification, donc de la pureté, je suppose, de la stabilité, etc. Ça se passe où très concrètement, ces expérimentations? Alors ça se passe, il y a plusieurs essais. Il y en a alors je ne connais pas exactement les lieux, peut-être que toi tu les connais. Donc Barenbrugge a une station de recherche et développement située à Masgrenier près de Toulouse, dans le Tarn-et-Garonne, et il y a, il me semble, une localisation des CCTPS à Masgrenier directement, et il me semble qu'il y en a une autre aussi, mais je ne veux pas dire de bêtises, près de notre usine de production et de conditionnement dans la Marne à Connantre. Voilà, donc multi-sites, multi-années, et tout un travail extrêmement pointu. Oui. Il y en a une ou deux dans le... Il y en a une... Je vais peut-être dire des bêtises, mais... Enfin, je sais qu'il y en a une en Bretagne, il y a plusieurs sites pour évaluer aussi la pertinence, enfin l'évaluation du gazon par rapport aux différentes zones agroclimatiques. Oui. Donc on a le climat océanique, le climat méditerranéen, etc., etc. Donc on va en retrouver dans le sud, en Bretagne, à Montpellier, là où il y a la station du GVS également. Et avant cette certification qui dure quand même 3 ans, il y a un travail de 10-12 ans par les sélectionneurs
pour créer les variétés qui vont être inscrites. Voilà, donc c'est un travail énorme. Énorme. Donc on va détailler ça avec vous. Oriane, il faut qu'on rappelle aux gens qui ne connaissent pas trop le travail de sélection, mais on travaille avec du vivant, donc ce n'est pas en un claquement de doigts, ce n'est pas informatique. Il faut du temps pour trouver une sélection. Est-ce que vous confirmez, vous, chez Barnbrug, que vous êtes vraiment soumis à des demandes qui sont multiples? Il n'y a pas un gazon, mais des demandes pour des gazons et que vous devez sélectionner ces gazons pour différents usages? Il y a un premier chiffre que j'aime bien rappeler quand on nous demande le temps que demande la création d'une variété, c'est 17 ans. Donc déjà, ça jette un peu à froid quand des gens s'imaginent qu'en un claquement de doigts, on peut en obtenir une. Ensuite, en effet, il y a une multitude de besoins. À chaque besoin, il y a un mélange de gazons. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gazons sont commercialisés en mélange. On ne fait pas de variétés pures ou d'espèces pures. Très bien. C'est des mélanges d'espèces, comme du raigra, de la fétuque élevée, par exemple, pour citer les principales. Et ce sont des mélanges de variétés, donc des individus bien spécifiques par espèce. Alors, est-ce qu'on reste avec nos bien classiques raigra et fétuque à la base? Est-ce qu'ils tiennent encore le coup avec le changement climatique ou face à l'évolution de toutes les attaques? Et puis après, en fait, c'est le mélange qui fait qu'on obtient des couleurs, des résistances, etc. Comment vous travaillez ça? Donc on travaille toujours en mélange. C'est clair qu'on retrouve toujours un peu, de manière majoritaire, certaines espèces, celles que je viens de citer, le raigra anglais ou la fétuque élevée. Les derniers chiffres de la SEMAE a montré que 50% des mélanges contiennent du raigra anglais encore aujourd'hui, même s'il existe plein d'autres espèces à gazon, que ce soit la fétuque ovine, les fétuques rouges, la colérie, la canche, il y en a un grand nombre. Vous avez un fort potentiel, une variété génétique à votre disposition. D'ailleurs, est-ce qu'avec le changement climatique, vous êtes amené à aller rechercher dans de la diversité? Oui, complètement. Ce qu'il faut savoir, dans les espèces de graminées à gazon, on a ce qu'on appelle les espèces type tempérées, qui sont plutôt issues de nos latitudes à nous et donc adaptées à nos climats. Mais on a aussi des espèces typées tropicales. Parmi elles, on peut citer par exemple le cynodon. Et le cynodon est une espèce qui est extrêmement intéressante pour la sécheresse parce qu'elle est une des rares graminées à gazon qui est capable de rester vert même en été. Très bien. Oui, François Siosberg, est-ce que vous sentez justement dans les stades, on ressent aussi ces évolutions? Est-ce qu'il y a une évolution dans les mélanges? Et puis j'aimerais aussi que vous nous parliez quand même de quelque chose de très spécifique. Il y a des gazons où on mélange du synthétique avec du vivant. Oui, effectivement, mais ça c'est un deuxième sujet, on en reparlera tout à l'heure, mais effectivement sur les variétés, sur les gazons en sport, on choisit en général des mélanges de raigra anglais, 3 ou 4 raigra anglais, auxquels on peut rajouter des pâturins, du pâturin des prés, qui ont une action rhizomique et donc effectivement qui se régénère par sa racine. Et ça a une action très importante dans les terrains de sport sur le piétinement. Donc effectivement, on est en majorité sur le terrain de sport sur les raigras et du pâturin. On utilise assez peu de fétuques. Pour le moment, les fétuques, c'est plutôt pour des gazons d'ornement, mais on en fait aussi en périphérie ou dans les activités d'espace vert, mais en tout cas en terrain de sport. Après, sur le changement climatique, effectivement, on utilise dans le sud de la France, on commence à utiliser, comme il existe en Espagne et en Italie, une inversion de flore. C'est qu'effectivement, on met donc du cynodon, du chiendent sur les terrains de sport pour leur exceptionnelle résistance au piétinement et à la sécheresse. Et le chiendent n'aimant pas les températures basses, on replante, on ressème des raigras en hiver. Donc il y a effectivement une période au début du printemps un peu compliquée dans les terrains de sport où on passe du raigra au cynodon et inversement. Donc voilà, c'est effectivement, on est très, très sensible à ces changements variétaux. Et un petit mot quand même pour les gens qui ne le sauraient pas sur ce mélange en fait. Sur les hybrides, oui. Alors en fait, sur les terrains de haut niveau, on fait un mélange, quasiment tous les terrains de haut niveau, donc en Ligue 1, Ligue 2 et puis en Europe, il y a un mélange entre des fibres synthétiques et du gazon naturel. Pour quelle raison? Pour une raison d'arrachement, tout simplement, pour une raison d'infiltration de l'eau, parce que les racines du gazon naturel vont s'emberlificoter entre eux au sein des fibres synthétiques. Donc on a plusieurs aspects. On a un arrachement qui est nettement diminué. Si vous avez vu les derniers matchs de rugby où il n'y a plus ces escalopes qui partent et cette pelouse qui s'arrache, c'est grâce à ces pelouses, à ces fibres verticales. Et puis le deuxième point, c'est effectivement, on a un aspect vert
toute l'année. La fameuse couleur. On a un aspect vert, mais c'est-à-dire que le gazon disparaît parce qu'il y a un piétinement dans les buts. Donc tout le monde a déjà vu des terrains de sport, alors pas forcément au niveau, mais des buts qui sont décharnés l'hiver. Et ben, ces gazons hybrides permettent d'avoir, en tout cas visuellement, un aspect vert et une planéité du terrain qui est maintenue. Alors on voit qu'il y a tout un travail. J'ai envie de vous demander si il y a toujours des inscriptions au catalogue, il y a toujours des nouvelles variétés. Et est-ce qu'on va être soumis pour les gazons, comme pour les autres plantes agricoles, à des injonctions de la société, des réglementations? On a de moins en moins d'intrants autorisés, donc il faut de nouvelles variétés. Ça se vit aussi au niveau des gazons? Ça se vit également au niveau des gazons. Ce sont des critères qui sont anticipés par les sélectionneurs, donc très longtemps à l'avance. En effet, donc d'une part, le catalogue officiel est actualisé chaque année. Chaque année, il y a de nouvelles variétés qui sont inscrites au catalogue. Donc, on voit bien le progrès génétique qui est toujours en évolution. Et puis, on est face aussi à des réglementations qui changent, qui évoluent. À quel point également. de vue? Alors, au point de vue, je pense à deux exemples. C'est la non-autorisation de produits phytosanitaires dans les jardins, entre autres, ou certains lieux publics. Donc, on est amené à avoir des variétés plus résistantes à certaines maladies, avoir des variétés plus résistantes, alors c'est pas le terme résistance, mais qui vont s'implanter plus rapidement pour que des herbes qu'on ne souhaite pas sur ces terrains ne soient pas présentes. Et dans le futur, on va avoir aussi la non-autorisation d'engrais. Donc on va travailler, les sélectionneurs travaillent déjà aujourd'hui pour intégrer au mélange de semences de graminées des variétés de légumineuses. Alors, compte tenu des 17 ans qu'il vous faut pour trouver une variété et que vous allez avoir ou que vous avez des nouvelles contraintes avec beaucoup moins d'intrants, donc moins de produits phyto autorisés, plus d'intrants chimiques en engrais, je suppose que vous avez déjà anticipé ça, mais est-ce que vous allez pouvoir répondre? Comment vous allez pouvoir répondre à cela? Et est-ce que vous utilisez aussi des nouvelles technologies, enfin, vous souhaiteriez utiliser, parce que ce n'est pas autorisé, les NGT, pour pouvoir accélérer le travail de sélection et peut-être booster les résistances de certaines variétés? Comment vous travaillez sur ce défi-là? Déjà, sur notre station de recherche et développement à Masgrenier, nous on travaille déjà en zéro phyto, c'est-à-dire que les essais qui sont conduits pour pouvoir trouver, créer et sélectionner de nouvelles variétés sont faits en zéro phyto. Et après, on fait évidemment des notations pour voir l'infestation par les graminées, donc en zéro désherbant chimique, mais aussi le comportement face aux maladies, donc en zéro fongicide. Donc on fait déjà ce travail-là et depuis un certain temps. Il y a aussi l'introduction de plus en plus importante de mélanges de graminées avec des légumineuses. Donc ce sont des légumineuses qui sont plutôt issues de sélection fourragère, mais aujourd'hui il existe des programmes de sélection pour des légumineuses typées gazon, donc qui sont plus petites, moins invasifs contrairement à du fourrager, qui ont des feuillages plus fins, peut-être des couleurs plus adaptées. Et en fait tout l'intérêt pour n'importe quelle légumineuse comme dans le monde agricole, c'est que ça va fixer l'azote de l'air, valoriser l'azote du sol et donc apporter une autofertilisation naturelle au couvert végétal et donc réduire l'apport d'engrais. Très bien. Alors François Siosberg, on voit que les sélectionnaires travaillent d'arrache-pied, si je peux me permettre, et pas d'arrache-herbe, voilà, pour proposer des variétés qui permettront de répondre à la demande de vos clients. Est-ce que, comme pour les ménages et l'alimentation, est-ce que vos clients sont prêts à mettre le prix pour ces gazons? Comment ça se passe? Alors, parce que vous avez, si j'ai bien compris, des clients très différents entre les collectivités ou peut-être des privés qui aménagent des espaces. Le consentement à payer est peut-être différent. Alors on a plusieurs types de clients. On a des collectivités, on a des golfs. Le golf est un marché qui est très important avec des graminées qui sont très particulières, vraiment spécifiques dans le monde du golf. Et puis effectivement les clients dits de haut niveau, les clubs ou des mairies qui ont des terrains de haut niveau. Donc on a effectivement des demandes qui sont de plus en plus importantes et avec le zéro phyto dont parlait Bertrand, c'est vraiment un sujet qui est central parce qu'on peut plus, comme on ne peut plus traiter nos terrains, donc les mauvaises herbes. Alors je rappelle qu'une mauvaise herbe c'est juste une herbe qui n'est pas au bon endroit. C'est ça. Donc sauf que sur les terrains de sport, il va falloir accepter qu'on trouve des pâquerettes, du plantain ou du trèfle. Donc c'est quelque chose qui est très important. Donc au-delà du fait que les clients payent peut-être plus cher pour mettre des graminées un peu plus importantes, une petite révolution il y a culturelle. une vraie révolution
culturel pour dire que votre terrain, un peu comme les trottoirs devant chez vous, donc on arrive à diminuer cet aspect-là par des opérations mécaniques. On fait beaucoup d'opérations mécaniques et on ressème. En fait, il y a un travail pour ressemer les terrains. Merci. Alors, je voulais vous demander, vous avez apporté là des magazines. Hein. Ce sont des conseils pour les... Oui, ce sont des publications qui sont réalisées par SEMAE avec l'ensemble des professionnels. Et donc il y a tout un tas de petites documentations. Le petit guide du tapis vert, c'est des documentations qui sont à destination du grand public, des professionnels du paysagisme également. Et puis pour rappeler que vous avez tout un tas d'autres documentations sur le site de SEMAE, sur le site Choix du gazon et de la SFG. Oriane, je voulais savoir, est-ce que tous les travaux, tous les produits que vous proposez sont assez connus finalement des clients? Comme n'importe quel semencier, on espère que nos gazons trouvent acquéreurs, je dirais. Mais oui, on est aussi bien planté sur le marché pro que grand public. Donc on propose des mélanges en adéquation avec les besoins de chacun. Voilà, et on espère que ça va durer comme ça longtemps. Très bien. Eh bien, écoutez, si le gazon vous intéresse, si vous avez besoin d'implanter un ou des gazons, eh bien, vous sachez que vous pouvez trouver tout ce qui vous intéresse, que d'ores et déjà les sélectionneurs travaillent sur le changement climatique, sur les usages qu'il vous faut. Je remercie chaleureusement nos invités de leurs explications et je vous remercie d'avoir suivi notre émission. Au revoir.